Hello et salut des pieds jusqu'à la tête, de la mode à la culture, version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, révisez vos gammes et vos arpèges. Judith Kraft fait chanter la viole de gambe qu'elle sculpte avec minutie. Le tour du monde de la décoration OK, mais aux côtés de Jacques Grange. Il décore les plus beaux intérieurs, rencontre haute en couleurs. Bonjour veaux, vaches, cochons, chaussez vos bottes et n'ayez pas peur de la boue car aujourd'hui nous vous emmenons à la ferme. Des papiers japonais partout, Adeline Clam maîtrise l'art de l'origami et nous le fait partager. Vent pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Du lundi au dimanche, à chaque jour, ça paire avec la boîte à chaussettes. Saturation des chaussettes noires et austères, overdose de carreaux et de rayures grises. Le concept est simple, une boîte, 4 paires thématiques qui chausseront brillamment vos potons. Nœuds façon kawaii, animaux pour un rendu jungle. Et pour vous, monsieur, ornez vos chevilles de jolies moustaches. En plein cœur du 3e arrondissement de Paris se cache un hôtel particulier classé, porte fortifiée et tourelle coiffée. Bienvenue à l'hôtel de Soubise. De la salle d'assemblée à la chambre d'apparat de la princesse, on se la joue Tudor ou Game of Thrones dans les couloirs. Une belle tranche d'histoire. Faut-il encore présenter Garance Doré, l'ambassadrice parisienne par excellence? Cette Frenchie au style aguerri nous fait un joli cadeau avec son ouvrage Love, Style, Life. Pour être aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur, on dévore ses conseils mode, make-up, shopping. Et pas la peine de chausser les talons de 12 pour apprécier. Plutôt gros tatouage de biker, petite fleur sur le poignet ou encore Patrick je t'aime sur le torse. Pas la peine de réfléchir trop longtemps pour se décider car avec les tatouages éphémères Bernard Forever, on colle façon décalcomanie et on efface quelques jours plus tard. Indispensable pour se la jouer à Coachella ou simplement pour essayer. Faire vivre un instrument centenaire tout en grandeur et délicatesse, c'est le pari de Judith Kraft, une luthière dont le nom n'a pas fini de résonner. Alors qu'elle apporte son violon pour une révision chez un luthier près de Washington où elle a grandi, Judith Kraft a un véritable coup de foudre qui va la pousser à quitter son Amérique natale pour la France. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux travailler dans un endroit comme ça. Ce rapport à la... Plutôt que de devenir violoniste, je n'avais pas vraiment la flamme pour ça, mais fabriquer des instruments, tout d'un coup, c'est devenu une évidence. Et là, je suis partie avec une idée en tête de trouver un luthier sur ce vieux continent qui m'apprendrait à fabriquer des instruments. Et c'est à Paris que Judith pose ses valises. Elle fait la rencontre du luthier Bernard Prunier qui va lui apprendre le métier. Nous sommes dans les années 70 et les instruments anciens sont au goût du jour. Judith découvre alors la viole de gambe qui va devenir son instrument de prédilection. La viole de gambe date du XVe siècle et à la différence du violon qui n'a que 4 cordes, la viole en a 6 et comme la guitare, la touche est divisée par des frettes. Mais pourquoi Judith aime-t-elle tant la viole? Avec la viole, il y a quand même beaucoup de liberté pour... bon, déjà, il faut découvrir des choses. Il faut découvrir comment cet instrument se fabrique parce qu'il n'y a pas de tradition continue. Ça a été interrompu pendant plusieurs siècles. Donc, il faut découvrir, il faut essayer des choses, beaucoup d'expérimentation. Et en plus, c'est un instrument où on a beaucoup de liberté dans les formes des instruments, dans la décoration, comme vous pouvez voir. Et tout ça, ça me plaît. C'est vraiment un travail de lutherie, mais de recherche aussi. Et on n'est jamais au bout. Judith a dû apprivoiser les différentes techniques. Pour tailler ses tables, qui sont le dessus de l'instrument, Judith le fait de 2 manières. Soit en collant 2 morceaux de bois massif, soit en faisant une table en plus petite partie avec des planches de bois plus fines. Ici, 5 parties ont été collées entre elles. Concernant les éclisses, qui sont le côté de l'instrument, Judith utilise un fer un peu étrange pour donner cette forme arrondie. Dans quelques semaines, une fois l'instrument assemblé et décoré, il faudra vernir le bois pour le protéger, car il est très sensible à l'humidité. J'ai appris, et d'autres gens aussi, un peu à ma dépens, que
ça vaut mieux travailler en milieu plus sec que là où va aller l'instrument. Parce que sinon le bois se rétracte. Mais pour être un bon luthier, faut-il être musicien? Je pense qu'il faut au moins comprendre le rapport entre l'archet et la corde. Il me semble que c'est bien de pouvoir au moins savoir jouer suffisamment pour faire sonner l'instrument. Je suis très contente quand je fais un bel instrument pour un bon musicien. Je veux que l'instrument puisse s'exprimer, si je peux dire. Toutes ses expériences et son savoir-faire, Judith le transmet à Mathieu, son élève. Pour la viole de gambe, il a cette façon différente d'expérimentation, de travailler dans l'incertitude. Comment faire avec ça? C'est vrai que j'ai sans doute quelques idées, ou du moins des idées qui peuvent servir à une autre personne. Et elle lui a surtout transmis son amour pour la viole de gambe. Je suis assez contente de cet instrument. C'est vrai que ça me plaît que le son est assez égal. Les aigus qui sont souvent difficiles à avoir un son agréable, ouvert, là ça marche. Les graves sont pleins. Donc je pense que ça va bien se développer. Et pour faire un bel instrument, Judith doit faire chanter le bois. Et une des choses qu'on aime bien faire, même quand on choisit le bois, c'est de le taper et écouter la résonance, parce qu'il y a des bois plus résonnants que d'autres. Et en plus, quand on les travaille, ça gagne en résonance. Dans le métier depuis 40 ans, Judith peut se vanter d'en avoir fait chanter quelques-uns. Jacques Grange a du goût et on lui a fait savoir des appartements d'Yves Saint-Laurent à celui d'Isabelle Adjani. Ce qu'il touche se transforme en or. Il a certainement sublimé les intérieurs des plus belles maisons du monde. Décorateur des grands noms, Yves Saint-Laurent, Francis Ford Coppola ou encore Caroline de Monaco, Jacques Grange a derrière lui plus de 40 ans de carrière. Il nous reçoit aujourd'hui dans ses bureaux. Moi, je pense que tu dois ouvrir un peu plus, parce que sinon, tu ne pourras pas... Mais avant d'être si bien entouré, Jacques Grange a débuté aux côtés d'Henri Samuel, célèbre décorateur français. Là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, ce monde de la grande qualité et de la tradition. Et j'allais suivre les commandes chez Diego Giacobetti, des meubles commandés pour lui par ses clients. J'allais suivre la restauration du Trianon, dont il était en charge en partie. Henri Samuel avait... Ça, j'étiens de Samuel, le double goût, classique et en même temps ouvert aux artistes. Puis Jacques Grange prend son envol. Une rencontre marque le tournant de sa carrière, celle avec la sœur jumelle du Shah d'Iran. Elle lui commande 2 maisons en 5 minutes, comme il aime le raconter. Dans les années 70, son amitié avec Yves Saint-Laurent lui ouvre aussi la voie vers de nouvelles aventures. Il m'a pris comme décorateur parce qu'il a acheté une grande propriété à Deauville. Et depuis ce temps-là, jusqu'à la fin de sa vie, j'ai fait toutes ses maisons. C'est-à-dire, j'ai fait la maison de Deauville, j'ai refait l'appartement de Paris, j'ai collaboré à Marrakech, la villa Oasis, dans les jardins Majorel. J'ai fait sa dernière maison à Tanger. Donc ça a été une relation extraordinaire, sur le plan amical et créatif, parce que j'ai pu faire des mondes extraordinaires avec lui. Et les deux amis partageaient aussi un goût pour l'art. Grand collectionneur, Jacques Grange est demandé par une clientèle sensible à ses connaissances artistiques. Et ce qui lui plaît aussi, c'est son rapport à l'autre. Il interprète et concrétise les désirs de ses clients. Ils ont besoin d'être conseillés et ils ont besoin de ton aide, je pense. Ils viennent te chercher pour ça. Mais ils veulent s'exprimer aussi. Là, j'ai eu un rendez-vous hier avec une dame anglaise assez jeune qui avait plein de photos, d'inspiration. Elle me disait qu'elle ne voulait pas que ça soit officiel, trop sévère, qu'elle voulait que ça soit un peu atelier d'artiste. Pas je reçois, voilà. Donc tu écoutes, et puis tu comprends, puis tu traduis. Une oreille attentive pour un œil affûté. C'est dans les galeries d'art qu'il vient dénicher ses trésors. Ça me fait penser à un client ou à un projet. Par exemple, la cheminée, je vais trouver l'endroit, je suis sûr. Je n'ai pas encore trouvé, mais ça va venir. Le banc, ça me fait penser à un client. Je l'ai fait venir. C'est une femme adorable qui est venue et qui a été séduite avec son mari. Ils ont acheté ce banc.
Pierre a rencontré Jacques il y a plus de 20 ans quand celui-ci allait chiner aux puces de Saint-Ouen. Depuis, les deux hommes n'ont pas cessé de travailler ensemble. Il a un don extraordinaire pour mélanger les styles, les époques, les civilisations. Il travaille d'une façon extrêmement artistique, parce que je vois, quant à la galerie, ce qu'il inspire, c'est un peu comme une palette de peintre. Et souvent encore, il a des idées, des regards qui me bluffent, parce que je suis toujours très, très impressionné par une idée que j'aurais jamais eue. Un banc pour la Provence, une console pour New York, Jacques Grange a fini ses emplettes. Mais un intérieur ne se décore pas simplement avec des objets. Il faut aussi l'habiller de belles tapisseries. Et dans cette grande maison, c'est Renate qui tient les fils. Elle connaît Jacques Grange depuis ses débuts. C'est un artisan aussi, c'est un créateur, c'est pas un businessman. Il fait par rapport à son goût et il s'occupe beaucoup aussi des goûts des clients. Mais ce qu'il n'aime pas, il le fait pas. Il revient dessus, il laisse parler le client. Oui, tu as raison, mais... Et puis 5 minutes après, oh, mais ça, c'est pas très bien, on va faire comme ci, comme ça. Et il arrive toujours à ses fins. D'ailleurs, les plus belles maisons qu'il ait faites, c'est quand il s'entend très bien avec le client et qu'il y a une osmose, que ça devient des amis, ça devient C'est les plus belles maisons qu'il a faites. Mais Renate oublie une chose importante, c'est leur collaboration, ce travail à plusieurs mains. Jacques Grange est un véritable chef d'orchestre de l'artisanat français. Si on fait une cabane au bord de la mer, je lui dis j'aimerais une chose légère, des meubles en bambou, comme j'ai au Portugal. Si on fait un palais à Venise que je viens de terminer, ce n'est pas la même recherche, ce sont plutôt des damas. Et c'est en fonction de ça, elle me propose des tissus. Mais comme on se connaît très très bien, ça va très très vite. Avec ce savoir-faire classique, mélangé audacieusement au style contemporain, les décors de Jacques Grange traversent les années sans prendre une seule ride. Bonjour Jacques. Bonjour. Une amie de vous a dit une fois, Jacques, je crois que c'était Terry de Gunzburg, mais je ne suis pas sûre, que ce qu'il y avait de bien avec les intérieurs de Jacques Grange, c'était qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir été décorés. Est-ce que c'est un compliment? Je trouve que c'est un compliment, parce que si vous rentrez dans une maison et que vous voyez les recettes de la décoration, c'est que c'est pas bien, à mes yeux. Vous devez le ressentir et ne pas savoir pourquoi. Alors au début de votre carrière, vous étiez beaucoup influencé par deux femmes, Madeleine Castin et aussi Marie-Laure de Noailles. Oui. Comment vous pouvez nous expliquer en quelques mots globalement ce qu'elles vous ont transmis? Marie-Laure de Noailles n'était pas décoratrice, mais elle était une mécène. Elle aimait la musique, elle aimait les artistes et elle avait une grande liberté. Et donc la manière dont elle accrochait les objets, dans la manière dont elle mélangeait avec tout d'un coup un bouquet de fleurs ou une pomme, tout ce personnage libre, surréaliste, très surréaliste, parce qu'elle était très amie avec Dali, elle était très intéressant pour moi. Parallèlement à ça, je vais à la rencontre, parce que je ne la connais pas, de Madeleine Castin, qui était rue Bonaparte, dans sa boutique, et je trouvais ses décors me faisaient rêver. C'était une magicienne. Elle a abordé la décoration comme un scénario, comme une poésie. Donc c'était le contraire de ce que j'avais eu comme éducation avec Henri Samuel, classique, pondéré, officiel. Vous rentrez quand même dans l'intimité des gens quand vous C'est très important. Ce sont des gens très connus qui ne doivent pas vouloir que vous parlez des uns des autres. Exactement. Alors vous êtes un peu comme un médecin finalement qui doit garder secret ses ordonnances. Je suis un peu médecin, je suis un peu psychiatre aussi. Oui. Parce que j'analyse les situations de leur vie. Enfin, je fais attention à ça pour justement pas faire des maladresses. Et puis, comme j'aime l'humain et que j'aime mes clients, ça m'intéresse aussi. Jacques, quelqu'un que vous connaissez très bien, Colette, avait dit un jour que l'absence d'un objet moche dans un décor était pire que l'objet moche. Ce qui veut dire que la faute de goût, quelque part, est nécessaire à l'ensemble de quelque chose. Évidemment que la faute de goût est nécessaire. Et la faute de goût, alors, elle est où chez vous?
La faute de goût, qu'est-ce qu'on peut appeler la faute de goût? La faute de goût, moi j'adore des petits objets populaires. Donc je les mets aussi à côté d'une sculpture de Niki de Saint-Phal qui est aussi un regard populaire, mais transformé, ou d'un petit mobile de Calder. Appelons ça la faute de goût, mais vous le transformez en une création artistique en les mélangeant. Ce que Marie-Laure Denay m'avait appris. Pas appris, mais j'avais vu chez elle comment elle faisait des cartes postales kitsch de toréador entourées sur un tableau de Cranach. Et je me dis quand même, et en fin de compte, la faute de goût, c'est la liberté. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez pris le mot, c'est la liberté. Il ne faut pas du tout être coincé avec les objets de soi-disant de valeur. Moi, la plus belle sculpture, elle est dans ma salle de bain. Et aujourd'hui, Jacques, vous avez décoré les plus belles maisons, vu les plus belles choses, collectionné. Est-ce que vous avez la même fraîcheur aujourd'hui quand vous commencez un projet? Qu'est-ce que vous regardez quand vous commencez? Qu'est-ce qui vous émeut dans... Moi, je pense... Oui, j'ai la même fraîcheur parce que j'ai le même enthousiasme. J'aime bien découvrir des nouveaux horizons, les nouveaux clients. J'aime bien comprendre ce qu'ils ont. J'aime bien la découverte. Je n'ai jamais acheté un objet d'art en pensant argent. Je pense création artistique, importance de l'artiste, mais ce n'est pas mon moteur. Le moteur, c'est la passion que j'ai à le regarder. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Jacques? De continuer le chemin jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, avec bonheur, comme je l'ai fait toute ma vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Plus la peine de traverser le périph' pour profiter de l'air de la campagne. Voici 3 adresses pour découvrir la ferme au cœur de la capitale. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous proposer une balade parisienne sur le thème de la ferme. Suivez le guide. Et que vous nous croyez ou non, notre balade commence à la ferme pédagogique de Paris, située au cœur du bois de Vincennes. Ici, vaches, chèvres, dindons, brebis, truies ou encore oies vous attendent. Elle a pour but de présenter aux Parisiens ce que c'est qu'un élevage, ce que peut être un élevage d'agriculture biologique. Et donc on crée un lien en fait entre le citoyen et les éleveurs. Et cette ferme fonctionne comme une véritable exploitation agricole. Les visiteurs sont même invités à des ateliers, comme par exemple pour la tonte des moutons, mais pas que. Des ateliers thématiques sur l'alimentation durable, le gaspillage alimentaire, des ateliers de jardinage et aussi des ateliers liés à la création d'une parcelle de permaculture. Les fruits et les légumes de la parcelle sont ensuite utilisés pour les repas partagés. Et ce projet de ferme pédagogique risque bien de se développer dans d'autres endroits de la capitale. Et on crée aussi des fermes dans Paris, des petites fermes de 2000 m². Vu que la ferme a une vocation pédagogique, elle ne vend pas de produits. Mais qu'à cela ne tienne, direction maintenant le 11e arrondissement de Paris. Ici, pas d'animaux, mais des produits issus de l'agriculture paysanne et de la pêche artisanale. Primeurs, crèmerie, poissonnerie ou encore charcuterie traiteur, un seul mot d'ordre, l'amour du produit. Point positif, on peut même y passer à la pause déjeuner pour un sandwich au jambon fumé. Direction maintenant le 18e arrondissement, dans le quartier de la Goutte d'Or, à la découverte de la première laiterie de Paris. C'est une première parce que ça n'existait pas avant. Il y avait des laiteries qui collectaient le lait de la brie pour l'amener aux Parisiens, le lait frais. Ça a disparu avec l'arrivée des grandes surfaces notamment et la stérilisation. Donc nous, on reçoit du lait de vache, de chèvre, de brebis, bio pour la plupart ou en conversion, qu'on transforme ici en fromage, yaourt, produits laitiers, lait, riz au lait, plein de produits. Plein de produits laitiers, c'est sûr. Si certains Parisiens abandonnent la vie citadine pour l'air pur de la campagne, Pierre, lui, a quitté sa ferme pour le béton. Une idée qu'il a affinée lors de ses voyages.
Ça a été inspiré par des fromageries urbaines que j'ai pu croiser à San Francisco, que j'ai croisé à Londres, et je ne comprenais pas que ça n'existe pas à Paris, vu qu'il y avait toute la logistique pour le faire. Et comme moi j'aime cette ville, et que c'est l'endroit où je veux vivre, j'ai décidé de faire mon métier, mais dans l'endroit où je vivais. Et dans cette fromagerie urbaine, on fabrique, on affine et on vend. Sur les étals, des yaourts de vache, de brebis, des fromages 100% Paris, mais pas que. Il y a des produits que je ne m'embêterais pas à faire à Paris. Il y a des produits dont leur essence, c'est la montagne, c'est l'Auvergne. Donc, il n'y a aucun intérêt à les reproduire ici. Par exemple, j'ai été faire du cheddar en Écosse. On fait un cheddar ici affiné avec la bière de la Goutte d'Or qui est brassée à côté. L'avantage à Paris, c'est qu'on n'a pas d'appellation. Donc, on est libre de faire vraiment ce qu'on veut en termes de gamme. Et ça permet de booster notre créativité, de faire un fromage type manchego, mais avec du lait de chèvre. Alors que le manchego, c'est au lait de brebis, de l'affiner avec de la cire d'abeille, parce que c'est un truc que j'ai croisé en Bretagne. Donc, ça nous amène vachement de créativité, en fait, ces voyages. De brebis, de vaches ou de chèvres, Savoie et Franche-Comté n'ont qu'à bien se tenir. Les fromages parisiens arrivent sur vos tables. L'art de l'origami vous semble insurmontable? Pas de stress, les créations et techniques d'Adeline Clam vont vous détendre. Suivez les petits papiers. Un aller simple pour le Japon sans quitter Paris, embarquement immédiat dans la boutique bien zen d'Adeline Clam, un véritable temple de l'origami. Cette ancienne étudiante en art appliqué a toujours eu l'archipel dans la peau, et elle en a fait son métier. Elle crée des gammes de washi, le papier japonais. Pour elle, pas question de le réinventer, juste de lui donner un petit coup de jeune. Dans les papiers japonais, on trouve des merveilles en motifs et on trouve des associations assez traditionnelles avec des couleurs primaires, des rouges, des bleus. Et moi, en fait, ce qui me plaît énormément, c'est de choisir les motifs coup de cœur et de les recoloriser. J'ai le sentiment que quand je retravaille la couleur d'un motif, en fait ça change, ça donne une autre atmosphère au motif et on peut d'une couleur à l'autre y voir des histoires complètement différentes. Depuis près de 20 ans, elle collecte toutes sortes d'objets et compile toutes ses idées dans des classeurs. Beaucoup de classeurs. Mais sa véritable inspiration, c'est le kimono japonais. Ado parisienne, elle a arpenté les marchés aux puces pour chiner ses tenues orientales jusqu'à la trouvaille ultime, sa Bible à elle. Et quand j'ai trouvé ce livre, ça a été vraiment une révélation sur la manière dont les Japonais exprimaient la nature dans les dessins, le graphisme. J'ai vraiment eu le sentiment d'avoir un trésor en main et c'était comme le signe d'un démarrage sur quelque chose autour vraiment du travail sur le Japon. Et la jeune femme tient aux traditions. Chacun de ses modèles est réalisé au Japon par des imprimeurs locaux. Les motifs sont sérigraphiés dans les règles de l'art sur du papier en fibre de mûrier. Dans l'arrière-boutique, aux airs de salle des archives, elle parcourt ses créations passées en quête de nouvelles idées. J'aime beaucoup ce motif et j'ai eu envie de le retrouver dans différents bleus, différents moutards, différents roses. Et donc, en partant par exemple du fond, c'est la couleur principale et après, je décline les petits détails dans d'autres couleurs. Des mètres et des mètres de papier aux couleurs pop et acidulées, c'est bien joli, mais pour quoi faire? Pour commencer, des origamis évidemment. Derrière son look délicat, le washi est très souple et ultra résistant. Au pays du soleil levant, même les enfants pratiquent dès le plus jeune âge cet art du papier par excellence. Alors nul besoin d'avoir fait Polytechnique pour essayer. On a besoin quand même que ce soit coupé à la perfection pour que quand on plie, on arrive à être précis dans les pointes, les angles et que ça tombe, que ça tombe bien. Donc il faut être méticuleux, mais après il ne faut pas avoir des doigts de fée non plus. En fait, c'est simplement de la mémoire, comme une petite poésie qu'on va apprendre, parce qu'au final, manuellement, c'est très simple. Les kits de pliage caracolent sur les présentoirs, mais ce fameux papier est loin d'être monotache. Il donne vie à des fleurs presque aussi vraies que nature, se décline en papeterie et habille des luminaires ou encore des boîtes à thé qu'Adeline confectionne à l'envie.
La créatrice a ouvert cette boutique il y a bientôt 5 ans, sous la pression d'origamistes en herbe, toujours plus nombreux. Dans mon travail, ce qui me plaît, c'est vraiment de pouvoir partager le papier japonais avec les clients, de pouvoir voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire, proposer des idées, proposer des nouvelles gammes de couleurs, les orienter sur des univers pour des projets, des événements, des décorations. Adeline Clam ne se sent pas artiste, pas décoratrice non plus, mais plutôt comme une créatrice d'univers colorés. Et les adeptes du DIY lui disent « Arigato ». Version française est déjà terminée. J'espère vous revoir très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.